Des chercheurs sont parvenus à forer le manteau terrestre. Le manteau terrestre a été atteint pour la première fois. Une prouesse que l'on pensait impossible jusqu'alors, qui nous permet d'imaginer un futur proche où l'on n'en saurait plus sur les mécanismes internes de notre planète et sur les origines de la vie. Un fragment d'une carotte de roche récoltée dans le manteau terrestre. Un fragment d'une carotte de roche récoltée dans le manteau terrestre. Depuis de nombreuses années, les géologues s'intéressent aux mécanismes internes de notre planète. La difficulté réside dans notre incapacité d'atteindre les réponses. En effet, la plus grande profondeur que l'homme est parvenu à atteindre par forage se situe à 12,2 km. Il s'agit du puits SG3, sur le site de forage de Kola, en Russie. Pour comprendre et expliquer des mécanismes comme la tectonique des plaques ou l'origine de la vie sur Terre, les scientifiques se sont concentrés sur les indices qui ont été disséminés par la vie géologique de notre planète. Les géoscientifiques du monde entier se sont intéressés à des fragments de réponses, crachés au hasard, notamment par les volcans terrestres. C'est au niveau du massif de l'Atlantide, une montagne sous-marine située non loin de la dorsale médio-atlantique, dans le champ hydrothermal de la Cité perdue, qu'une équipe de scientifiques internationaux est parvenue, d'avril à juin 2023, à atteindre le manteau supérieur de la Terre pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. L'expédition 399 du Programme international de découverte océanique a été codirigée par Suzanne Q. Lang, géophysicienne et directrice d'un centre de recherche de la Woods Hole Oceanographic Institution, et Andrew Monsieur MCCAIG, professeur en cartographie géologique à School of Earth and Environment de l'Université de Leeds. Ce projet de recherche, dans le massif de la Cité perdue, découvert en décembre 2000 par la National Science Foundation avec le navire Atlantis, et exploré dès 2003 et 2005 avec le sous-marin Alvin DSB, a été proposé dès 2018. Andrew MCCAIG explique qu'il s'agissait dans un premier temps de s'intéresser à la présence de vie dans ces zones caractérisées par des températures très élevées. L'expédition a été menée à bord du JOIDES Resolution, un navire qui sillonne les mers depuis plus de 20 ans à la recherche de réponses scientifiques sur les mystères de l'océan et le fonctionnement géologique de notre planète. Au fil des missions, des scientifiques venus d'un peu partout avec différents intérêts de recherche, de la biologie à la géochimie, embarquent pour venir enrichir les différents projets de leurs multiples domaines d'expertise. Au niveau de ce massif de l'Atlantide se trouve une dorsale médio-océanique, qui est un élément clé dans la tectonique des plaques, explique Andy Parsons, chercheur en géosciences marines à l'école des sciences géographiques, terrestres et environnementales de l'Université de Plymouth. C'est en effet au niveau de ces dorsales que l'activité magmatique subocéanique produit une toute nouvelle croûte. Cette affluence de nouvelles roches évolue sur le plancher océanique, jusqu'à plonger, par des mouvements de subduction, dans les profondeurs de la Terre, et se mêler au manteau terrestre, au niveau des fosses océaniques. La zone choisie pour parvenir à atteindre le manteau terrestre a une formation géologique très particulière. C'est cette singularité qui a permis aux chercheurs de voir bien plus loin que quiconque ne l'avait fait auparavant. Au niveau de cette dorsale atlantique, les plaques lithosphériques, au lieu de se repousser, font remonter les roches en provenance du manteau vers la croûte océanique, explique Andy Parsons. Dans le Pacifique, les matériaux qui remontent vers la surface du plancher océanique sont principalement volcaniques, poursuit-il. Il s'agit d'un contexte de propagation rapide. Dans l'Atlantique, on retrouve une extension tectonique. Et à cet endroit de l'Atlantique, précise Parsons, il s'agit plus d'un étirement des roches du manteau vers la surface. Les roches du manteau terrestre remontent donc de manière verticale dans un premier temps, puis à l'horizontale lorsqu'elles s'approchent de la croûte. La formation de la croûte océanique dépend de la remontée de matériaux chauds issus des parties supérieures du manteau, au niveau de l'asténosphère, zone située entre le manteau supérieur et la lithosphère, entre 100 et 200 km sous la croûte terrestre, NDLR, par le biais des dorsales médio-océaniques, explique MCCAIG. Tandis que l'Amérique du Sud et l'Afrique s'éloignent, cela crée l'espace nécessaire pour que le manteau puisse remonter. Il s'agit du processus de fusion par décompression. Cette particularité expose les roches du manteau à des profondeurs moins importantes et donc, à la portée des appareils de forage des scientifiques. De plus, creuser au niveau des dorsales océaniques est plus intéressant pour les chercheurs, car la croûte océanique de ces zones est bien plus fine qu'en domaine continental. On passe ainsi d'une distance de 33 km de profondeur avant d'atteindre le manteau supérieur en domaine continental, contre 7 km dans certains domaines océaniques. Le forage réalisé à des fins exclusivement scientifiques a fait l'objet de planification géologique et biologique, pour appréhender toute problématique d'ordre environnemental ou sismique. Les dorsales médio-océaniques sont des endroits clés pour comprendre les mécanismes profonds de la Terre. Dans ces zones, la chaleur et des composants chimiques peuvent être transférés du manteau vers la lithosphère, puis vers la croûte océanique, et peuvent également impacter la biologie des grands fonds. Ces échanges sont d'une importance planétaire, ajoute Andy Parsons. Les échantillons cylindriques prélevés à des températures d'environ 200 degrés Celsius se présentent sous forme de carottes rocheuses de 1 km de long. Ils ont été assez difficiles à obtenir en raison de l'agencement géologique particulier de cette région de l'Atlantique. L'exposition est assez courbée. Ce que nous voyons verticalement était horizontal à l'origine, explique Andrew MCCAIG. Les tout premiers résultats suite à l'étude des roches prélevées dans le manteau ont révélé en profondeur une présence de péridotite caractéristique des couches supérieures du manteau, et plus en surface des roches magmatiques, notamment du gabbro au niveau de la croûte océanique. Or ces premières études révèlent une évolution complexe des roches, des plus profondes à celles qui se trouvent le plus en surface. Les chercheurs ont trouvé beaucoup de serpentine dans les échantillons prélevés. Cette roche métamorphique résulte d'une transformation de la péridotite précédemment évoquée, quand celle-ci remonte vers la surface, et entre en contact avec l'eau de mer. Une équipe de scientifiques internationaux étudie des échantillons de roches collectés dans le manteau terrestre.
Le premier constat est que cette roche n'est pas seulement présente en surface, là où il y a un contact de la croûte avec l'eau de mer. Elle est également présente plus en profondeur dans le manteau supérieur, là où l'on ne s'attend a priori pas à trouver de contact avec l'eau. En regardant plus en détail les échantillons prélevés à différentes profondeurs, les scientifiques ont découvert qu'il y avait une multitude de paliers, de la croûte au manteau, présentant des strates de serpentine. Ces zones du manteau supérieur sont donc régies par des interactions très complexes, explique Parsons. Cette découverte peut apporter des éléments de réponse quant aux mécanismes physiques, dans la géologie interne de la Terre, qui provoquent la tectonique des plaques. La serpentine est en effet une roche bien plus fragile que la péridotite, ce qui peut expliquer rupture et glissement. Les scientifiques font un deuxième constat, la formation de la serpentine a un lien avec le système biologique environnant. Les microbes et les formes de vie primitives qui entourent la zone dépendent de l'hydrogène qui est émis lors de la réaction de serpentinisation, explique Parsons, contrairement à la plupart des formes de vie, qui ont besoin de lumière et d'oxygène pour survivre. Les formes uniques d'écosystèmes de cette région océanique sont d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nous cherchions à forer à cet endroit, souligne-t-il. Ce n'est pas par hasard que l'expédition a été baptisée Massif de l'Atlantide et élément constitutif de la vie. L'oxydation de la péridotite lors de la formation de la serpentine affecte la composition chimique de l'eau de mer, explique MCCAIG. L'hydrogène produit réagit avec le CO2, ce qui permet la production de molécules plus complexes. Couper de la serpentine profondément dans le manteau supérieur interroge quant aux séries d'événements qui ont pu favoriser l'apparition de la vie sur Terre. Les scientifiques ont découvert un réseau, complexe et cyclique, qui permet à l'eau de mer d'interagir, de façon indirecte, avec les roches du manteau, soulève Parsons. Ce sont les changements dans la roche qui donnent le plus d'informations, car ils permettent de visualiser et de comprendre différents processus, ajoute Andrew MCCAIG. Notamment des processus qui permettent d'entrevoir les origines de la vie sur Terre, car, avant d'obtenir de l'ADN, il faut des acides aminés. Pour les obtenir, il faut des molécules organiques dérivées du carbone. Ces molécules ont avant cela besoin d'hydrogène, conclut MCCAIG. En remontant la chaîne du vivant pour en comprendre l'origine, il semble que les réactions qui régissent la vie géologique profonde de notre planète constituent une explication solide. Andrew MCCAIG et Andy Parsons expliquent qu'à la grande déception des chercheurs, l'aventure touchera à sa fin en 2024, le projet ayant été annulé par la NSF. Cependant, les recherches n'en sont qu'à leurs prémices, et d'autres expéditions, notamment japonais, et des recherches par électromicroscopie et études des isotopes pourront prendre la relève dans les années à venir, afin d'en apprendre plus sur la tectonique des plaques, et sur l'origine de la vie sur Terre.